Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Serge Haribo, secrétaire général de l'UGTM, et Mme Malsa Myriam, la fille de M. Garcia Malsa, que je salue, membre du MIR, elle est secrétaire du MIR, elle est au bureau du MIR. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tout le monde. Pendant cette période estivale, pendant nos vacances, là, vous êtes toujours au combat et aujourd'hui, donc, émission spéciale pour parler d'un grand meeting d'information pour une unité martiniquaise de résistance en lien avec la Guadeloupe, la Guyane et la Kanaki. Pas de repos, Serge Haribo. La situation fait que nous sommes obligés on ne peut pas déposer les dossiers au début des vacances en juin et puis dire on va les reprendre en septembre. Donc, je ne sais pas parce que le président n'a pas choisi le Premier ministre en disant c'est la trêve estivale. La trêve estivale, Jeux Olympiques n'ont pas empêché. Par exemple, on parle de la Nouvelle-Calédonie Kanaki qui a eu quand même encore un mort, qui a des grandes difficultés toujours. En Martinique, la rentrée se prépare. Donc, nous avons toujours des enseignants qui réussissent au concours, qui ne trouvent pas de poste, qu'on veut expatrier. Puis, on voit que d'autres enseignants viennent de 7000 km et trouvent des postes. Et des fois, se rassemblent comme aux Trois-Îlets, en grand nombre dans un seul collège. Donc, ces problèmes-là, ils n'ont pas disparu, ils sont là. Il faut les aborder, les analyser, surtout permettre qu'on puisse apporter les vraies informations aux Martiniquais pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a lieu de se bouger un peu et de faire en sorte qu'on prenne conscience du rôle que nous avons à jouer en dehors des élections. Il y a des problèmes dans la vie courante, il faut les aborder, il faut chercher les modalités pour les régler. Alors avant de parler du grand meeting du 23 août au Gaumont, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de l'hôpital? Est-ce que la situation a bougé depuis notre dernière émission? Non, au contraire, ça c'est en train d'empirer. Bon, vous avez dit qu'il allait radier, donc ils sont toujours radiés. Le CHU de Martinique ne fait aucun effort. Nous savons qu'il y a des procédures actuellement de licenciement vis-à-vis d'agents, des contractuels surtout. Pourquoi? Parce que l'ARS et le CHU de Martinique ont signé un accord de réduction de dépenses de 400 millions sur 5 ans sur le personnel, 200 millions sur le personnel, et c'est déjà en cours, et ils y vont dardard, et c'est pas parce qu'il y a les vacances. D'ailleurs, ils voulaient fermer les urgences, fermer un certain nombre de services. La pédiatrie à Trinité a été fermée pendant tout le mois d'août, elle ne réouvrira que vendredi d'ailleurs, le 23 août. Et les autres services, il y a des difficultés partout et la population le voit bien puisqu'elle rouspète. Oui, bien sûr. Clairement, sur les modalités d'accueil, la prise en charge, les délais de rendez-vous sont toujours énormes. Et on a une difficulté, par exemple, un simple exemple, la gastro-entérologie. À Trinité, le délai pour avoir un rendez-vous était de 6 mois. À Fort-de-France, à la Ménard, c'est de 9 mois. Alors, au lieu de se dire on va augmenter le nombre de médecins à la Ménard pour diminuer le délai d'avoir un rendez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement décidé d'enlever des rendez-vous, des plages de rendez-vous à Trinité pour les mettre à la Ménard en disant on veut arriver à une moyenne de 8 mois sur les deux établissements. Donc, c'est vraiment pas, on va pas vers l'excellence, on va vers un délabrement du système de prise en charge au niveau de la santé. Et en 8 mois, beaucoup de choses peuvent se passer à l'intérieur d'un humain. Je pense si on n'a pas d'argent pour aller l'enfant se soigner rapidos, c'est quand même dangereux. Il y a quand même un gros danger et on s'en aperçoit. À titre d'exemple, on nous disait simplement, oui, mais pendant la période Covid, vous avez vu la longueur des avis d'obsèques? Ben, écoutez, les avis d'obsèques ces temps-ci, c'est la même chose que pendant la période Covid. Donc là, on ne peut plus prendre pour prétexte c'est le Covid et ainsi de suite. Non, nous avons trop de décès en Martinique et il faut vraiment qu'on s'attache à ces questions-là. Très bien. Alors, Myriam Malsa, quelques mots, pas quelques mots, mais enfin, on va commencer à parler de ce vendredi 23 août au Gaumont, au marché du Gaumont, devant l'église qui porte le nom de l'église, mais c'est plus une église depuis 1998, parce que l'église est en ruine. Pas de clocher, rien du tout. Mais enfin, bon, ça, c'est encore un autre combat que j'espère que la municipalité de Gaumont va conduire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce grand rendez-vous du 23 août?
Alors, ce grand rendez-vous donc, a pour objectif, donc, on donne rendez-vous au peuple martiniquais à 17h, ce 23 août, à venir en fait s'informer sur des thématiques, en fait, parce qu'il y a un fil conducteur entre toutes ces thématiques-là, c'est, comme on l'a dit, la maltraitance, en fait, par l'État français de nos différents peuples. Et donc, seront abordées la question de l'injustice subie par Hervé Pinto, qui est sous le coup d'une condamnation inique, avec 20 mois donc de prison ferme, 10 mois avec sursis et 170 000 € de dommages et intérêts à payer aux receleurs qui se retrouvent sur son terrain. En plus, on a vu qu'il y a des décisions de justice qui donnent raison à Monsieur Pinto, mais c'est lui qui se retrouve condamné. Donc il y aura la question d'Hervé Pinto. Il est emprisonné déjà ou... Non. Donc Hervé Pinto, la question donc du vol de terre de manière générale en Martinique, dans une dynamique, on voit qu'il y a une dynamique de grand remplacement qui se constitue. Donc on fait le parallèle aussi avec la Kanaki, puisqu'on a vu comment en Kanaki, donc il y a une décision unilatérale qui a été prise par le gouvernement français de dégel du corps électoral. Ils ont rogné des accords de Nouméa et de Matignon, en vue de rendre minoritaire le peuple kanak chez lui. Donc un peuple qui, depuis 171 ans, lutte pour sa souveraineté. Donc voilà, aujourd'hui, quand on regarde les médias français, on nous parle genre du chaos qu'il y a, comme si c'est le peuple kanak qui est responsable de ce chaos, alors que eux-mêmes, ils ont subi cela, et c'est légitimement qu'ils réclament leurs droits, quoi, à leur autodétermination et à leur souveraineté. Donc il y aura la question de la santé qui sera abordée au sein de notre pays, qui est une politique de santé qui est critique. Et puis la question liée, donc on parlera aussi du peuple palestinien, dont on parle peu, qui au quotidien subit aussi une politique inique, puisqu'on veut les mettre hors de chez eux. Et tout ça pour faire le lien avec nous, peuple martiniquais, qui rappelle aux gens qu'il faut qu'ils fassent attention, quoi, au quotidien. Leur rappeler l'importance de préservation de leur terre, de leur environnement, parce que demain, très rapidement, on va se retrouver hors de chez nous. Et c'est pourquoi, à travers la question de l'école aussi, on dit qu'il y a d'importance à ce que les Martiniquais formés puissent vivre et travailler chez eux. Oui. Et, voilà. Alors, Serge Haribo, justement, ce que Mme Malsa vient de dire, c'est oui à notre droit de vivre et travailler au pays. Ça va être débattu pendant ce meeting. Et comment on peut comprendre que chaque année, des gens qui passent les concours pour être instituteurs, professeurs au pays, se retrouvent systématiquement envoyés en France? Oui, et c'est ce qu'on comprend pas, c'est qu'en plus on les envoie dans des zones très difficiles, dans les banlieues les plus difficiles des fois. Donc s'ils sont à même d'aller former des jeunes Français dans des zones qui sont catégorisées très difficiles, ils sont capables de le faire ici. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Et bien souvent, le corps enseignant en France dit qu'il ne faut pas envoyer des jeunes comme ça dans ces zones-là. Les jeunes enseignants, il ne faut pas les envoyer. Au contraire, parce que c'est des classes qui sont difficiles à maîtriser. Et il faut quand même avoir de l'expérience pour pouvoir les maîtriser, l'ambiance dans ces classes-là. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous dis, ce n'est pas évident. Du tout évident aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes réponses là-bas qu'ici. Ce ne sont pas les mêmes modalités de fonctionnement des jeunes qu'on a là-bas ici. Maintenant, on a besoin d'un apport supplémentaire et non pas des ratios qui sont appliqués là-bas, ici. Pourquoi? Quel est le résultat du cursus éducationnel en Martinique?
Quel est le nombre de... Pourquoi nous avons tant d'illettrés, toujours aujourd'hui en 2024, cette proportion-là n'est pas en diminution. On a un problème où est-ce que le système éducatif ne permet pas un total épanouissement de la grande majorité des élèves. Et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. On nous met en face chaque année, on nous distribue l'ensemble des élèves qui ont réussi le bac. Mais dans une catégorie d'âge, il faut prendre depuis le départ combien sont rentrés en maternelle et quelle proportion est arrivée au bac. Il y a eu le bac. Et ça, là, à ce moment-là, on a de grandes surprises parce qu'il y a une perte. Et ces pertes de chance-là sont liées souvent au milieu social. On a beau faire et raconter tout ce qu'on veut, ce n'est pas montrer l'exemple de celui qui a réussi qui compte. C'est comme pour les athlètes, les Jeux Olympiques, il y en a un sur combien qui est arrivé. Oui, bien sûr. Tous ceux qui sont derrière, qu'est-ce que ça leur a apporté de faire du sport? Est-ce que ça leur a apporté un épanouissement? Et c'est ça, le système éducatif doit être vu sous cet angle-là, sur la grande masse. Est-ce que ça nous permet, nous, en termes de développement, d'avancer? On veut aller plus loin, on veut beaucoup plus de jeunes qui arrivent à s'épanouir, à avoir un diplôme, à avoir un métier, mais aussi de pouvoir l'exercer après. C'est avoir des filières qui nous permettent de progresser et de produire ici sur place ce dont on a besoin dans toutes les catégories professionnelles. Il n'y a pas d'exception à faire. Donc, mais en même temps, lorsqu'on envoie des jeunes Martiniquais en France, est-ce qu'au même moment, on envoie des professeurs venant de France à la Martinique? Oui. Oui, parce que on a une vision globale du système éducatif. Je ne sais pas si Myriam voulait ajouter. Oui, sans compter que, alors c'est vrai qu'on les envoie, donc on fait venir des enseignants de français ici, et il y a des suppressions de postes qui s'appliquent en Martinique, donc c'est beaucoup plus difficile pour ces enseignants qui ont été expatriés de rentrer chez eux, venir exercer, apporter ce savoir qu'ils auraient. Donc ça aussi, nous, dans le cadre de ce meeting, nous aurons échangé sur cette question-là, des suppressions de postes dans le primaire, enfin secondaire, et aussi dans les postes administratifs également. Et pour ajouter à ça, c'est-à-dire que en termes de, aussi on a dit en liénage avec la Guyane, la Guadeloupe, il y a la Corse aussi qui va nous envoyer un message aussi de soutien pour ce meeting. Mais pourquoi la Corse? La Corse se trouve dans une situation un peu similaire à la Martinique, et pourtant ils sont tout proches de la France. Et ils préservent leurs emplois, eux, parce qu'ils disent qu'ils veulent à équivalence de diplôme une préférence corse. Mais donc, Sarkozy avait dit ça il y a déjà un an. Non, mais ça n'a pas été exécuté. Maintenant, ça ne sera mis en exécution que si la population met son grain de sel dedans. C'est-à-dire, nous avons nos enfants qui sont en capacité d'être enseignants, nous voulons qu'ils enseignent ici. C'est une préservation globale de la culture aussi. Et de la famille. Et de la famille, parce que ça nous permet à tous les niveaux de rentabiliser le fait que ces jeunes-là restent à enseigner. Parce qu'ils sont capables d'apporter le plus culturel, ils comprennent la langue et ils comprennent les mœurs et les coutumes, alors que ceux qui viennent de l'extérieur, ils sont en découverte. Donc on n'est pas du tout dans le même campement, comme on dit. On veut aller beaucoup plus loin dans une progression d'une Martinique qui évolue et qui évolue sainement. Et cette histoire de dire que les jeunes partent et qu'on est une population qui vieillit, non. On nous pompe nos jeunes. Donc ceux qui restent, ce sont les plus âgés. Mais il ne faut pas nous dire qu'on vieillit. On n'est pas une population vieillissante. Il y a plus de 2 millions, sinon plus, d'Antillais-Guyanais en France. Donc ça veut dire qu'ils ont pompé tout ça, qui créent des familles là-bas et qui ont des grandes difficultés pour revenir par la suite. Donc cette thématique-là, une fois qu'ils ont des enfants, tout ça, voilà, c'est très difficile de revenir. C'est compliqué pour revenir, oui. Alors, dans ce meeting du 23 août au Gros Monde, à quelle heure? À partir de 17h. 17h. Alors, par exemple, non au démantèlement des services publics, de l'école, on en a parlé, de la santé, on en a parlé aussi, non aux injustices faites à Hervé Pinto, Madame Malsa en a parlé, et solidarité, respect pour le peuple kanak. Concernant le peuple kanak,
on n'en parle plus autant ces temps-ci, mais ça ne veut pas dire que tout est réglé. Non, pas du tout. J'ai l'impression que la marmite bout là, toujours là-bas. Alors, la marmite bout, mais au niveau, si vous voulez, international, les gens ne dorment pas non plus. Hein. L'Organisation des Nations Unies vient de sortir le 20 août, donc hier, il me semble, un communiqué disant que les experts qu'ils ont délégués pour analyser la situation en Kanaki et s'alarment de la situation du peuple autochtone kanak. Et ils tirent la sonnette d'alarme en disant que la France ne respecte pas ses engagements. Donc c'est l'Organisation des Nations Unies. Donc là, on ne pourra pas nous dire qu'on est fautif, on raconte de tout et n'importe quoi. Moi, j'aime bien que les autres disent ce que nous disons. Et comme ça permet de bien clarifier les choses. Alors ces experts-là, ils disent quoi? Ils disent que le ministère français de l'Intérieur a élaboré et présenté un autre projet de loi connu sous le nom de projet Marty qui menace de démanteler les autres acquis majeurs de l'accord de Nouméa liés à la reconnaissance de l'identité autochtone kanak des diverses institutions coutumières kanak ainsi que du droit coutumier et des droits fonciers. Ils ont déclaré ça. L'ONU. L'ONU, c'est sur le site de l'Organisation des Nations Unies. C'est quand même les Nations Unies pour les droits de l'homme et qui déclare qu'il y a à faire attention et demande à la France de respecter les droits fondamentaux, premièrement de la participation, de la consultation et du consentement libre du peuple kanak autochtone. Ils ne parlent pas des Caldoches, hein. Oui, ils disent sûr. bien des peuples autochtones kanak. Donc ça veut dire clairement, on n'est pas les seuls, et c'est pas parce qu'il y avait les Jeux Olympiques que par exemple l'ONU a arrêté son travail de prospection et de compréhension de la situation. Ils disent aussi qu'il y a beaucoup trop de forces militaires qui ont été déployées en Kanaki, et ce que nous disons aussi, et que c'est le reflet, si vous voulez, qui a causé que c'est excessif, c'est un usage excessif de la force, qu'ils disent, qui a conduit à plusieurs morts parmi les Kanaks. Et cette situation-là, ils la dénoncent. Et dernière chose qu'ils dénoncent aussi, ils disent, ce sont des experts indépendants, hein, non rémunérés, hein. C'est bien inscrit, leur nom est inscrit sur le site de l'ONU. Ils ne sont pas payés par l'ONU, ils sont indépendants et ils donnent leur avis à l'ONU qui les diligente pour ça. Et ils disent aussi que il y a eu des milices et qui ne comprennent pas que ces milices-là puissent continuer à intervenir sans intervention du droit français, de la justice française. Donc là aussi, on pointe encore du doigt des choses que nous avons déjà, dans les mois passés, depuis le mois de janvier-février, indiqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et surtout après les événements du mois de mai en Kanaki. Donc c'est à juste titre que nous pensons qu'il faut que dans ce meeting, nous en parlions, parce que rester en silence, c'est être complice de ces situations-là. Et puis c'est un peu similaire à ce qu'on peut nous servir. C'est-à-dire que les leçons de l'histoire doivent servir à ceux qui jettent un œil et qui essaient de comprendre. Il ne faut pas que la même chose nous arrive. Qu'on nous dise un jour, vous voulez parler d'autodétermination, mais le corps électoral, il faudra qu'on en discute avec ceux qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Oui, mais ils n'ont pas été emmenés dans les cales de bateau comme nous, hein. Ça, ils n'ont pas ça dans leur mémoire collective, ils n'ont pas ça dans leur gène, parce qu'il y a des études qui montrent aussi que ça réagit sur toutes les descendances des esclavagisés, ont ça dans leur gène jusqu'à présent, cette souffrance. Ceux qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, qu'ils me prouvent qu'ils ont cette souffrance-là. On n'est pas sur le même pied d'égalité, il faut qu'on arrête avec ce cirque de faire croire aux gens que c'est dans le droit. Non, c'est dans le non-droit de ceux qui ont subi et qui ont le droit de réclamer des réparations et de la justice. Alors justement, Myriam, Madame Mansa, pardon, vous êtes membre de MIR et c'est le mouvement international pour les réparations. Pour les réparations. Comment ça avance? Chaque année, vous faites une marche, vous partez de Sainte-Anne pour arriver au Prêcheur. Est-ce qu'aujourd'hui, après, ça fait combien de temps? 20 ans, 25 ans? 24 ans. 24 ans. 24 ans, cette marche, elle existe. Donc, de plus en plus de monde, de jeunes Martiniquais aussi, y vont. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles? Quelles sont les avancées de cette marche?
Alors, la marche, donc, elle a un objectif surtout de rappeler aux gens la mémoire, c'est-à-dire le fait de se déplacer de commune en commune en Martinique, c'est leur rappeler que à pied, on précise à que c'est à pied, oui, oui. Que le problème n'est pas réglé, c'est-à-dire que la France, dans tout ce qu'on entend là, un problème avec son passé colonial, qu'elle n'arrive pas à mettre sur la table et à dire effectivement. Nous reconnaissons qu'il y a eu ces faits-là. Que faisons-nous pour aller de l'avant, pour, comment on va dire, réparer, c'est le terme juridique que certains n'aiment pas entendre, mais c'est vraiment réparer tout ce qui a été fait. Alors c'est vrai qu'il y a des actions juridiques qui ont été menées depuis 2021, en fait. Donc on est allé même jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, donc on a fait la Cour de cassation. Donc la France, en fait, c'est vrai qu'à travers ces juridictions, et là je profite pour faire un petit parallèle avec la façon dont la justice, en fait, fonctionne en Martinique, sous domination coloniale. On voit que les décisions de justice sont très iniques. Elles sont en faveur de l'État lui-même et de ceux qui défendent ses intérêts. Et donc nous, donc on l'a vu à travers le procès mené contre l'État français par le MIR pour exiger des réparations. Donc il y a eu plusieurs apports d'historiens, de sociologues, et où on demandait justement à ce qu'un comité d'experts soit nommé pour évaluer en fait l'ampleur de ce préjudice. Jusque-là, non. Donc il y a une fondation qui a été créée, Fondation Mémoire et Esclavage. Ça c'est à la suite de la loi Taubira, mais on voit très bien que on ne va pas vraiment dans le fond du problème. La France a peur d'aborder cette question, mais pourquoi ? C'est très simple. Parce que ça remet en cause tous ses intérêts. Donc voilà, donc c'est ça. Et nous continuons cette marche pour que les générations ne puissent pas oublier en fait l'histoire, parce que c'est à travers l'histoire que on peut mieux se positionner. S'ancrer dans notre présent et réfléchir à un avenir qui nous permet de nous développer nous, et non pas un avenir qui renfloue ou enchérit l'autre. Et on a l'impression quand même par rapport aux Anglais que les Anglais ont géré ça autrement. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai cru comprendre qu'ils s'apprêtaient je ne sais pas si c'est payé avec de l'argent. Ce sont des familles qui, très clairement, on a vu la famille Trévelin aux Grenadines qui ont fait la démarche de venir demander pardon à travers toute une cérémonie devant le Premier ministre grenadien, tout ça. Il y a plusieurs familles, soit américaines ou anglaises, qui viennent et prêtes à investir, notamment dans les universités, tout ça, pour régler en fait cette question-là. D'accord. Et c'est surtout pour dire que les approches sont peut-être différentes, mais il faut y arriver tôt ou tard. La question du colonialisme, c'est pas la connaissance de l'humain, c'est la connaissance des richesses qu'il y avait dans les pays colonisés qui intéressaient. Et jusqu'à présent, on a l'exemple là en ce moment entre le Mali et l'Algérie. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, avec la complicité de la France, pompait le pétrole du Mali. Et aujourd'hui, le Mali dit, vous sortez de là. Mais il y a bien des reliquats là, de richesses qui ont été accaparés pendant des années et des années. Ils ne savaient même pas ça, les Maliens. Oui. Ils ont découvert ça, et sous forme de terrorisme, donc on ne pouvait pas aller no man's land, on ne pouvait pas rentrer là-dedans. Et le terrorisme a été créé, pourquoi dans cette région-là ? Pour protéger le pillage du pétrole qui se faisait là. Donc c'est un peu tout ça qui est remis. Donc c'est pas simplement de dire oui, on va nous dédommager, comment la réparation, c'est de l'argent. Non, la réparation, c'est de remettre l'humain au premier plan. Ça, c'est la première chose. Et de réparer les dégâts faits. Et ça demande véritablement un investissement, comme on le disait, dans l'éducation, c'est pour ça qu'on en parle, dans la justice,
C'est pour ça qu'on en parle. Dans le fonctionnement de la société, on a parlé tout à l'heure, on a parlé un peu de la vie chère et ainsi de suite. Que le mode de vie soit agréable pour tous. Et que si aujourd'hui on parle de maltraitance de l'État français, on veut arriver à la bienveillance de l'État martiniquais. C'est la seule différence à travers la réparation. Donc c'est un peu changer de paradigme, oui. Dire aux gens que ce qu'on a dit, c'est aller vers l'unité. Il faut qu'on crée cette unité entre nous, de compréhension et ensuite d'action. Alors Manuela est en train de me faire signe qu'on a fini, mais on va dire quand même 2 mots sur la Palestine. Oui, la Palestine ne doit pas être oubliée parce que c'est un dégât humain. Les enfants, il y a le choléra qui est en train de revenir alors que ça avait complètement été éradiqué. Tout ça parce que toutes les infrastructures ont été démolies. Tout ce qui est eau usée, ainsi de suite, avec les bombardements, il n'y a plus ça. L'eau courante, il n'y a plus ça. Et on oublie ça. C'est-à-dire les reportages ne nous montrent pas la réalité du terrain. Les efforts qui avaient été faits en matière de sanitaire, que ce soit en Palestine, que ce soit en Irak, ont été démolis. Et aujourd'hui, vous avez cette population-là qui subit, même pendant les Jeux Olympiques, des bombardements. Alors on nous dit oui, les 5 cercles de olympisme, c'est tous ensemble et ainsi de suite. Mais pendant qu'on était tous ensemble autour des Jeux Olympiques, les bombardements continuaient à Gaza. Les tueries continuaient. Donc c'est important aussi qu'on en parle en termes de leçons d'humanité, de bien comprendre, on ne doit pas oublier. Il n'y a pas de lieu où est-ce que l'humanité doit être oubliée. Et ça, notre histoire doit nous amener à bien comprendre ce que les autres vivent. On ne souhaite pas qu'ils continuent à le vivre et on ne le souhaite pas pour nous-mêmes non plus. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que si on parle d'un grand meeting d'information au Gaumont ce vendredi 23 août à 17h et il y aura donc des prises de parole de beaucoup d'invités, je présume, d'organisations et de pays qui vont nous. Je vous ai dit la Corse, c'est rajouté normalement la Polynésie, la Kanaky, la Guadeloupe, la Guyane. Donc on espère qu'au fur et à mesure, ça va s'agrandir encore. Très bien. Merci beaucoup Serge Haribo, vous êtes secrétaire général de l'UGTM, et Myriam Malsa, la fille de M. Malsa, membre du MIR. Vous existez en tant que tel, hein, mais j'aime bien saluer votre père à travers vous. Secrétaire du MIR, vous êtes au bureau du MIR. Merci beaucoup, bon courage et un très beau meeting ce dimanche, ce vendredi 23 août au Gaumont. À bientôt. Merci Manuela. À bientôt.